Mais aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est vraiment ça. Devenez votre propre coach, point d'exclamation. Et si vous deveniez votre propre coach, point d'interrogation. Bon, les deux questions sont liées, bien sûr. Est-ce que c'est possible tout d'abord? Ça, c'est vraiment une autre question à se poser. Avez-vous envie de reprendre votre vie en main? Alors là, à mon avis, vous allez me dire que oui, bien sûr. C'est quelque chose à laquelle vous aspirez, de sentir que c'est bien vous qui tenez les rênes de votre vie. Vous détenez peut-être certains secrets de réussite et du bien-être à l'intérieur de vous. Ça, on va vous le rappeler. Savez-vous pourquoi votre objectif ne tient pas dans le temps? Pourquoi même une fois atteint, vous n'êtes pas satisfaite? Là aussi, on va vous donner des réponses. Comment acquérir les moyens de vous placer au centre de la démarche avec votre réalité de vie en considérant votre subjectivité, la façon dont vous sentez la vie, dont vous percevez la vie et ses difficultés. Bon, on va vous faire en effet vous regarder de l'intérieur aujourd'hui, encore peut-être un petit peu plus que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire devenir coach de sa propre vie? C'est la première question que j'ai posée à notre invitée. Elle est coach humaniste globale, elle est formatrice. Marie-Pierre Prudhomme est avec nous cet après-midi. La vie du bon côté. Ça va, coach? Vous êtes coach, moi pas encore. Bon, vous avez une formation quand même de coach. Ça veut dire quoi devenir coach de sa propre vie? Qu'est-ce que vous mettez vous là derrière? J'aime bien ce que vous venez de dire, Sylvie, se regarder de l'intérieur. Je fais ça tous les jours. Eh bien, c'est ça, c'est à la fois se regarder de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, devenir son propre coach, c'est acquérir des outils d'autonomie qui vont permettre de prendre sa vie en main, mais aussi de prendre de la distance par rapport à certains événements, par rapport à certaines transitions. Et surtout, pour moi, avant tout, s'il y a un seul mot qui caractérise ce qu'est devenir son propre coach, c'est à adopter une certaine attitude. La coach attitude. Et il y a plusieurs façons d'aller vers et d'adopter une attitude. Coach attitude. Et je pense qu'il est davantage important de mettre l'accent sur le fait d'adopter une attitude plutôt que sur le fait de se mettre des objectifs et d'atteindre des objectifs. L'attitude, c'est la seule chose qui, au final, nous appartienne dans la vie. En fait, vous avez eu cette envie de faire cette émission-là avec moi parce que vous donnez des formations de coaching et vous dites, Sylvie, il y a des personnes qui viennent, ils ne veulent pas devenir coach. Elles ne veulent pas coacher d'autres personnes. Elles veulent apprendre à se coacher elles-mêmes. Exactement, voilà. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement envie de s'investir dans une démarche individuelle, mais qui souhaitent s'investir dans un cursus de coaching où elles vont acquérir des outils, justement, avec des techniques particulières qui vont leur permettre de prendre leurs décisions, de faire leurs choix. Et donc, tout au long de la formation, elles vont jouer, autant prendre tout comme un jeu, avec ces outils, s'amuser avec, apprendre à se connaître. Et puis, à l'issue de la formation, eh bien, elles partent avec leur boîte à outils et elles peuvent faire elles-mêmes leur propre coaching en ayant des points de repère et des protocoles à la fois précis et très très faciles d'accès. Ok, bien, c'est un bel apprentissage. Et si vous deveniez votre propre coach, alors ce que j'ai envie de dire pour faire venir les auditeurs par témoignage, c'est de leur demander s'ils ont en effet à un moment donné acquis des outils par eux-mêmes ou vis-à-vis d'une personne, ou vis-à-vis d'une formation, ou vis-à-vis d'une lecture, ça peut être ça aussi. Est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de dire, voilà, je mets ça en place, je mets ça en pratique et je me coach personnellement, pas pour dire parce que ça sert à rien. On n'est pas dans cette démarche-là. C'est simplement de dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être commencé avec un coach, une autre personne, et qui vous a donné satisfaction et surtout peut-être à un moment donné qui vous a dit, maintenant, je crois que vous êtes assez grand pour partir seul dans votre cheminement, parce qu'on est quand même tous en cheminement. Voilà, l'idée d'autonomie. Voilà, c'est ça. L'idée d'autonomie et surtout de ne pas dépendre d'une thérapie. Des personnes qui ont besoin de ça pour dire, tant que je fais ma thérapie, ça va aller. Mais je ne veux pas arrêter parce qu'après, ça n'ira plus. Donc ça, c'est attention à ça. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Marie-Pierre Prudhomme, coach humaniste globale. Elle est également formatrice. Nous répondons à différentes questions aujourd'hui, notamment les risques de devenir son propre coach. On les abordera. Quels sont les outils de self-coaching,
de coach de moi, si on parle français. Voilà, coach de moi. Comment se définir les bons objectifs? Quelles sont les étapes pour devenir son propre coach? Quels sont les fondements de votre outil, le coaching humaniste global? D'abord la question, je veux un oui franc et massif. Peut-on vraiment se coacher seul? On peut, évidemment, avec de bonnes bases. Donc, soit une base formative, soit un début d'accompagnement en coaching. Voilà, c'est ça aussi. Il faut le dire, qu'il y a parfois des déclics qui doivent... Les débuts d'accompagnement, c'est important. Voilà, aussi, donc il y a vraiment le début d'accompagnement. Parce que commencer soi-même son propre coaching, évidemment, c'est possible, mais il y a quand même certains risques. Mais pour se donner toutes les chances, c'est acquérir les outils et aussi le regard du formateur ou du coach. Ok. On n'est pas tout seul, quoi. Voilà. Dans la nature. J'ai raison de parler d'accompagnement, parce que j'aime bien ce mot-là. Oui, c'est vrai. Parfois, on n'est pas prêt à faire équipe avec soi. On a besoin, en effet, d'une autre personne, avec un début d'accompagnement. Vous avez raison de dire aussi qu'il faut une volonté, il faut une humilité. Il faut se dire, Marie-Pierre, qu'à un moment donné, voilà, c'est pas se dire, ça y est, c'est acquis. J'ai compris. Ça y est. C'est le maître mot pour moi, c'est humilité. Oui. Et d'ailleurs, hier, en formation de coaching, où on revoyait les points relatifs au savoir-être du coach ou du self-coach, le premier point que moi je mets en avant, c'est l'humilité. Mmh. Effectivement, donc là, oui, moi je suis 100% en accord avec Raymond. Cette humilité, elle permet de se mettre dans une posture d'apprentissage permanent et de remise en question permanent, puisque rien n'est jamais acquis. Et donc ce travail sur l'attitude, il est vraiment fondamental. Ouais. Et à partir du moment où on devient son propre coach, on devient son arbitre aussi. Donc à un moment donné, il faut savoir se redonner une carte rouge. Oui. Il faut savoir se remettre en question. C'est ça aussi, c'est de faire des espèces de bilans. Tout à fait, oui. Se donner des rendez-vous avec soi-même. Ouais. Et pour moi, quelque chose qui est très puissant, c'est de passer par l'écrit. Donc, on a acquis des techniques, on a acquis des méthodes, et puis on va se mettre rendez-vous avec soi-même, comme si on allait voir son coach, et on va faire le point en suivant vraiment son outil. On peut même parfois changer de place aussi, ou vous faites ça avec 2 fauteuils, ou qu'est-ce que me dirait le coach? Et ce changement postural peut vraiment tout à fait changer l'état d'esprit. Aussi, se reformuler les choses. Vous dites quelque chose et puis vous changez de place, vous devenez votre coach et il vous reformule ce qu'il vous a dit et il repart avec l'outil. Et il y a moyen comme ça de faire un tas de pratiques qui font qu'on arrive à prendre une certaine distance et à devenir à la fois critique, mais dans le sens vraiment bienveillant du terme. Je vais leur poser la question maintenant. Est-ce que vous prenez parfois rendez-vous avec vous-même? Est-ce que vous mettez une chaise vide, bien sûr, devant vous? Est-ce que vous changez de place pour vous parler? Vous l'avez déjà fait? Moi, je l'ai déjà fait, bien sûr, parce que mon cabinet s'y prête très très bien, évidemment. Vous changez de place? Oui. Faites un tour autour de la table avant. Et parfois, je retourne à mon bureau quand je veux prendre encore un peu plus de distance. Prendre une petite tasse de café avant de répondre à ta question. Mais garde-la bien en tête, parce que je vais revenir. Attention, je vais revenir. Je suis toujours là. Merci Raymond, en tout cas, pour votre message. Bon, ce qu'il va falloir faire dans un instant, c'est vraiment donner des outils. On va commencer à donner les outils. Parce que là, il y a certaines personnes qui disent oui, mais on veut des outils. Et les risques aussi de devenir son propre coach, ça aussi, elle va vous mettre en garde. C'est normal. C'est normal d'être conscient que ça se fait pas non plus facilement, sans problème. Voilà. Qui dit grandir, dit de toute façon difficulté. Et là, si vous voulez grandir seul, puisque devenir son propre coach, c'est un peu ça, il faut avoir toutes les cartes en main. Devenir son propre coach. Et on vous demande aujourd'hui à des personnes s'ils ont eu un début d'accompagnement, s'ils ont été accompagnés par une personne, par un coach, par un psy, quelle que soit une personne spécialisée dans le développement personnel, et qu'à un moment donné, cette personne a dit mais je pense que vous avez acquis les outils qu'il vous faut et maintenant c'est à vous d'en faire quelque chose. Ça vous a fait peur parce que ça vous mettait en zone de confort d'être en thérapie, mais à un moment donné, vous avez dit non, je dois. Les outils pour devenir son propre coach. On parle de ça aujourd'hui. Si vous deveniez votre propre coach, est-ce que vous avez envie de reprendre votre vie en main? Je vois des mains qui se lèvent, bien sûr, des personnes qui disent mais oui, bien
bien sûr, Sylvie, quelle question. Bien sûr, on a envie de reprendre notre vie en main. Eh ben voilà, on va vous donner des outils. Elle est coach humaniste globale, Marie-Pierre Prudhomme. Et c'est surtout par rapport au fait d'avoir des personnes qui viennent suivre sa formation, non pas pour être coach eux-mêmes, mais pour coacher d'autres personnes, mais c'est pour se coacher personnellement. Donc c'est vraiment une démarche personnelle. Et elle se dit, mais finalement, tout ce que j'apprends, c'est ça aussi. Et donc c'est bien de le dire. Bon, qu'est-ce que vous apprenez? Donc les outils qui font partie de ce coaching. Les outils, donc en coaching humaniste global, ce qu'on travaille avant tout, c'est la subjectivité de la personne. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne ressent et ce qu'elle vit. On ne va pas essayer de chercher à établir une vérité, par exemple, ou à poser un diagnostic, mais simplement savoir ce que la personne ressent. Et donc c'est à partir de ça qu'on va travailler. Comment elle perçoit la vie, comment elle perçoit ce qui lui arrive, comment elle perçoit un objectif qui lui est cher. Et donc la personne, elle est au centre d'une technique qui s'appelle la méthode POSA. Et donc, c'est un acronyme, POSA. Le P de posture, le O de objectif, le S de système et le A de attitude. Alors, on va considérer que la personne est là au centre et on va s'intéresser à chacun de ces 4 points. Donc, la posture, il faut entendre par posture, quelle est la posture que je prends de moi à moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je me dis de moi? Est-ce que je me dis, je peux y arriver? Est-ce que je me dis, je suis égal aux autres, je suis inférieur, je suis supérieur? Posture aussi par rapport à ce que je me dis des autres et ce que je me dis que les autres se disent de moi. Oui. Parce qu'on peut parfois s'imaginer bien des choses à propos des autres. Et donc, le premier point qu'on va travailler, c'est la posture, entre autres avec des outils comme l'analyse transactionnelle. Qui est pour moi un très très chouette outil qui sert à la fois de grille de lecture et de décodage de situations relationnelles, qui est très très simple en ses débuts, mais qui est très complexe et qui peut vraiment être affiné, où on peut faire des analyses très sophistiquées, même en travail pour le bien-être en entreprise. Donc en analyse transactionnelle, on va se demander si on interagit plutôt en tant que parent, adulte ou enfant. Et donc, on va décoder les relations, les transactions entre les personnes à partir de ce modèle-là et travailler aussi, Sylvie, avec quelque chose que vous connaissez bien, c'est ce fameux triangle de Karpman, voilà, qui va aussi être introduit, donc se poser question à propos de la posture. Est-ce que je suis plutôt victime, persécuteur, sauveur, et à quel point on peut glisser très facilement de l'un à l'autre. Ça, il faut le savoir aussi. On va s'arrêter là parce qu'on a Caroline, Evelyne, qui va témoigner dans quelques instants par rapport à ça. C'est important de prendre la parole parce qu'il y a des personnes qui entendent ce que vous dites là, mais on va revenir, j'ai noté, on va revenir sur, parce qu'on n'est qu'au P de posture pour le moment. C'est POSA. POSA, oui. POSA, voilà. Chaque lettre compte. Mais c'est bien ce qu'elle dit. Ah, évidemment. Et en général, c'est vrai quand des personnes nous disent autour de nous, mais enfin, comme moi, avec toutes les émissions que tu fais, tu sais tout sur tout. Je dis, mais c'est pas pour ça que je pratique tout non plus. C'est pas facile. Voilà, on est tous humains, donc et c'est bien de le reconnaître, mais de dire à un moment donné, maintenant là, je m'active et c'est moi qui décide. Exactement. Et ça, c'est une des clés. C'est le premier petit pas concret. Et ça, c'est devenir son propre coach. Quand on a défini ses objectifs, quand on a travaillé avec des techniques comme POSA, et maintenant, dans le concret, je fais quoi? Qu'est-ce qui va être vraiment différent? Premier petit pas concret. Donc, se mettre en action, sortir de la procrastination, sortir de... se laisser porter, bien sûr, des conférences, des formations, des lectures. Moi aussi, j'ai besoin de ça et apprendre. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Néanmoins, il faut du concret. Si tout ça ne se concrétise pas, à quoi ça rime finalement? Qu'est-ce qu'on en fait? Et à un moment donné, c'est bien de se dire, maintenant c'est le moment. Et encore une fois, parce que je la connais, Evelyne, donc c'est vrai c'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'à un moment donné, ce sera pas le meilleur moment. Là, on touche à l'attitude. On vient dans des points dans de le POSA. Oui, ok. Tout à fait. L'attitude. Oui.
Au moment Alors, justement, dans l'attitude, un des mots-clés, c'est l'attitude apprentissage. Et l'attitude apprentissage, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'échec, mais juste du feedback. Ah. Et donc, j'ai une idée en tête, j'ai envie de faire quelque chose, je me mets en chemin vers et puis je rencontre une réalité. Et cette réalité n'est pas nécessairement le reflet de mon rêve ou de ce que j'ai imaginé. Alors à ce moment-là, eh bien, je peux toujours décider de modifier ma route, de modifier mon objectif. Et donc, pas d'échec, que du feedback. Je rencontre autre chose que ce que j'ai prévu ou ça ne correspond plus à ce que je souhaite. Ouais. Eh bien, je suis libre de changer d'avis et surtout, je prends ce qui se passe comme de l'information. Ce n'est pas de l'échec. Et donc, ici, c'est un gros travail sur l'attitude. Attitude, apprentissage. Tout ce que je vis m'apprend quelque chose et je vais l'utiliser. Voilà le A. Voilà, on a sauté 2 lettres. C'est bien, j'aime bien le A. J'aime bien le A. On a dit P, posture, A, donc il reste O et S. Rappelez-moi un peu les mots. Objectif et système. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Marie-Pierre Prudhomme, elle est coach humaniste globale, elle est formatrice. On a déjà répondu à pas mal de questions. Et si vous deveniez votre propre coach, qu'est-ce que ça veut dire ? Devenir coach de sa propre vie, elle y a répondu, Marie-Pierre. Peut-on vraiment se coacher seul ? Elle a dit oui. Oui, on peut, mais en mettant bien sûr des choses en place. Comment on en arrive à pouvoir se coacher seul ? On a répondu aussi à la question. La question à laquelle on n'a pas répondu, c'est les risques. Quels sont Est-ce qu'il y a des risques de devenir son propre coach ? Oui, si c'est devenir son propre coach sans amorce, que ce soit en accompagnement ou en formation, il y a quand même quelques risques. Le premier risque, c'est de se fourvoyer au niveau de l'objectif. Et par exemple, quelqu'un qui se dirait moi, mon objectif, c'est une villa 4 façades, 2 enfants labrador, X milliers d'euros par mois, mon appartement dans le sud. Et donc, la personne se met en tête des objectifs qui sont précis, mais qui malheureusement sont peut-être beaucoup trop précis. Et en fait, il peut y avoir vraiment une confusion entre un moyen d'atteindre un état et l'objectif en lui-même. Peut-être que si on grattait dans une séance de coaching ou en formation de coaching, on découvrirait que cette personne recherche une certaine stabilité de vie sentimentale, une certaine confiance aux autres ou un certain bien-être, et elle se met des critères pour ça, bien spécifiques. Et donc, il peut y avoir une confusion entre un objectif et les différentes façons de l'atteindre. Et donc, dans un travail en coaching, et ça, je reviens à la méthode POSA, on va travailler justement sur l'objectif pour le creuser, pour voir les valeurs qui sont derrière cet objectif. Et à partir du moment où on va débusquer les valeurs qui sont derrière, ça peut être la confiance, la santé, la famille, quand on met le doigt sur les vraies valeurs, alors ça ouvre à différentes possibilités et on réalise qu'il y a plusieurs façons d'arriver à ça, d'arriver à concrétiser ces valeurs-là. Et donc, un des pièges, quand on travaille seul, c'est d'un peu confondre un moyen d'atteindre la concrétisation d'une certaine valeur. Et au final, ce qui va se passer, c'est que, on va mettre tout ce qu'il faut en place pour avoir sa villa 4 façades, son labrador, ses 2 enfants, et puis on ne sera pas heureux. On va se dire, mais pourtant, j'ai atteint mon objectif. Oui. Mais c'est parce que ce n'est pas ton vrai objectif. Et donc, il y a besoin de creuser davantage pour aller chercher l'objectif qui est en dessous. Comme quelqu'un qui dirait comment je fais pour ne plus me réveiller pendant la nuit. Mais ce n'est pas un vrai objectif. Si on creuse un petit peu, on va voir par exemple que la personne vient avec ça parce que ce qu'il y a derrière, c'est la peur de ne pas être à la hauteur avec ses enfants. Et donc, en creusant, à 2 ou en formation, eh bien, on va pouvoir débusquer le réel objectif ou les réels objectifs. Voilà. Et ça se fait avec des outils. Mais les outils, il faut bien les acquérir à un moment donné. Mais vous êtes une vraie traductrice alors ? Une traductrice humaniste. Voilà. Vous savez très bien, vous essayez de savoir un petit peu les raisons pour lesquelles on dort mal ou
Oui, si quelqu'un vient, pourquoi avec cette question, je veux ne plus me réveiller pendant la nuit, ce qui en soi n'est déjà pas un objectif puisque c'est quelque chose qu'on veut quitter, mais c'est de savoir ce qu'il y a derrière. C'est quoi l'enjeu? Bien sûr. J'aime bien aussi la Villa 4 façades avec le Labrador et les deux parce que je comprends parfaitement ce que vous dites. Non, mais c'est important. C'est super important. Derrière ça, et vous avez raison, il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir atteint un objectif financier, confortable, matériel, amoureux même, et qui ne sont pas bien, et qui ne sont pas heureux, parce que ça touche autre chose, quoi. Leur objectif vraiment à l'intérieur d'eux, c'est pas ça. C'est autre chose. Et c'est difficile parfois d'en être conscient. L'importance du travail sur les valeurs, d'aller chercher les valeurs qui sont propres et importantes pour la personne. Oui, les valeurs. Votre formation, elle se fait à Liège, c'est à Liège de toute façon. Oui, en région liégeoise. En région liégeoise. Et ça se fait à raison de combien de temps? Donc c'est une fois par semaine et ça s'étale sur 12 journées où on va vraiment acquérir les outils de façon théorique et puis de façon pratique. Donc on va les vivre chaque fois en binôme et moi je supervise chaque groupe et on décode ce qui s'est joué pour ajuster. Et puis alors il y a d'autres outils qui sont amenés en fonction de ce que les personnes amènent comme difficulté ou comme vécu des techniques. Très bien. Formation de coaching, donc on va dire pour privé et professionnel. Exactement. Encore une fois, c'est pour une démarche personnelle ou une démarche professionnelle, des personnes qui, avec ces outils-là, vont pouvoir entreprendre un état de coach, devenir coach. Coach attitude. Coach humaniste global, c'est votre formation, encore une fois. Donc, on a le P de posture. Voilà. On a le O d'objectif, on a le A de attitude, il reste le S, système. Oui, ça c'est un point vraiment hyper important, c'est que dans toute démarche de développement personnel, l'importance de prendre en considération les systèmes auxquels on appartient. Le système familial, le système professionnel, toutes les différentes sphères en fait, auxquelles on appartient sont des systèmes et un changement d'un des éléments, d'un des individus appartenant au système va impacter tout le système. Et donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et donc, on va s'intéresser aux caractéristiques du système, puisqu'il y a des caractéristiques qui sont communes à tout système, que ce soit un système biologique ou un système interpersonnel. Dans tous les systèmes, il y a des caractéristiques communes, dont par exemple une qui est l'inertie. Et donc, un système, il aura toujours tendance à se maintenir en son état. Ça veut dire qu'une personne qui veut travailler sur elle et qui veut amener un changement, étrangement, le système va avoir tendance à la maintenir dans son état initial pour ne pas lui bouger. Et donc, en coaching humaniste global, on va travailler sur le système et lorsqu'il y a une définition d'objectif, bien comprendre les impacts directs et indirects que ça va avoir et prendre ça en considération. C'est intéressant ce que vous dites. Le mot inertie, je pense en effet que ça touche beaucoup de monde. Des gens qui n'osent pas changer, des gens qui n'osent pas aller vers l'inconnu, c'est ça. Et c'est comme vous dites, c'est quelque chose qui est là en nous. C'est comme si en effet notre état physique et mental, on va dire, avait besoin de se raccrocher à ce qu'il connaît et pas oser aller vers l'inconnu, vers les changements de vie. Enfin, c'est ça, c'est ce qui empêche facilement les changements de vie, les transitions, tout ça est vécu difficilement, quoi. Et dans n'importe quelle définition d'objectif, que ce soit même se libérer du tabac, par exemple, eh bien, on se rend compte que ça va modifier énormément de choses dans les interactions familiales et que même si le reste de la famille prône et clame haut et fort, on veut vraiment que tu arrêtes de fumer, eh bien, au final, on voit qu'il y a des pièges, on va dire inconscients, qui sont tendus pour que la personne conserve sa consommation et son statut, sa place de fumeur, qui permet beaucoup de choses aux autres. Et donc là, on revient à la notion de
posture, comment je suis dans ma posture par rapport à l'autre. Et chaque fois, on va graviter avec ce questionnement, posture, objectif, système, attitude. Et on va ajuster pour arriver à définir des objectifs qui soient tout à fait correspondants à la personne ou vivre des transitions de vie. Ou, voilà. Bien, ça me paraît tout clair. Donc, si ça l'est pour moi, ça doit l'être pour eux. Magnifique. J'espère, pour devenir son propre coach. Encore une fois, c'est vraiment acquérir des outils. C'est ça la définition. Et si vous deveniez votre propre coach, c'est acquérir des outils et placer ces outils au centre de votre démarche personnelle, avec votre réalité de vie, en considérant votre subjectivité, la façon dont vous percevez, dont vous ressentez la vie. Nous évoquons les outils du coaching humaniste global. C'est une formation qu'elle propose, Marie-Pierre Prudhomme, à Liège. Et je viens de mettre en ligne son site internet qui vous en apprendra plus sur ces techniques. Voilà, et ça va bien au-delà de techniques de conditionnement et de comment vous allez pouvoir permettre de définir vos objectifs. Tiens, voilà, j'aimerais bien qu'on revienne à ce mot objectif. Comment se définir, Marie-Pierre, et ça va intéresser beaucoup de personnes, de bons objectifs? Alors, il y a plusieurs critères. J'ai évoqué le fait qu'il soit en concordance et qu'en fait, il concrétise des valeurs qui sont importantes pour la personne. Oui. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de se dire qu'un objectif, c'est comme une cible. C'est quelque chose c'est une chose vers laquelle on va. Ce n'est pas s'éloigner d'eux. Arrêter de fumer, par exemple. Si c'est s'éloigner des dangers du tabac ou s'éloigner de la crainte d'une maladie, ce n'est pas un objectif en soi. Et donc, dans le s'éloigner d'eux, ça peut être le starter parce qu'il y a une peur. J'ai peur d'avoir un cancer des poumons, j'ai peur d'avoir telle maladie, j'ai peur de perdre mon souffle. Ça va être un départ, ça va donner une énergie de départ, mais malheureusement, ça va pas se maintenir sur la durée parce que la personne n'est pas focalisée sur aller vers. Et donc, ce qui est important, c'est de se formuler un objectif en termes de ce qu'on va gagner. Donc, je me libère de la cigarette, je vais pouvoir gagner de l'argent, jouer avec mes enfants, je vais pouvoir aller courir, je vais gagner des choses. Donc, toujours se formuler un objectif en termes de aller vers. Se formuler des objectifs aussi qui soient à la fois réalistes et réalisables et penser aux différentes étapes pour y arriver, ce qui veut dire qu'il y aura toujours un premier petit pas concret. Et ça, c'est pas que je sois obsessionnelle, Sylvie, mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Poser des actes concrets et une fois qu'on est engagé dans l'action, ça va donner de la satisfaction de soi, de la confiance et puis on va continuer à aller vers son objectif. Alors un bon objectif pour moi aussi, eh bien, il est révisable, toujours dans l'idée de se dire moi j'ai une croyance, Sylvie, qui est que ce n'est pas une bonne croyance que de se dire qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Je suis d'accord. Oui, vous adhérez à ça? J'adhère, oui. Parce que je pense que si on est persuadé qu'on doit terminer ce qu'on a commencé, ça peut vraiment empêcher de faire un tas de choses qui nous correspondent davantage. Et donc, c'est cette introspection et aussi, comme disait Raymond, cette humilité. Oui. L'humilité qui va dire, ok, là, ton objectif, il n'est pas réaliste ou il ne te correspond pas. Alors, voilà, revois-le. Donc, pour moi, un objectif, il est révisable et toujours, on va aller recreuser au fait à quoi est-ce que je veux accéder quand je vise ça, à quoi est-ce que je veux accéder. Et donc, on va ouvrir à d'autres moyens. Voilà, en gros, quelques critères pour bien poser un objectif. Je trouve que le mot révisable, accorder ce mot-là avec objectif. Ah oui. Je trouve qu'en effet, il y a tellement de gens qui se mettent la barre tellement haut parce qu'ils sont dans un objectif et qui peuvent pas faire autrement parce que c'est dans leur croyance. Oui, voilà. Je me suis engagée à ça, donc je peux pas revenir en arrière. Voilà. Qui a dit? Ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, on peut pas revenir en arrière. C'est quoi cette croyance? Mais c'est super difficile. C'est parce qu'on a été. C'est comme si c'était un truc marqué au fer rouge. Tout à fait. Je me suis engagée, c'est comme ça. Voilà, de ne pas confondre. C'est pas pareil avec une promesse, j'ai pas dit ça. Non, attention, c'est pas ça. C'est pas pareil. Persévérance et obstination, c'est pas la même chose. Tout à fait. Objectif et promesse, c'est pas pareil non plus. Très bien, moi j'aime bien ces mots-là. Objectif révisable. J'aime bien le mot révisable. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir.
sur un début d'accompagnement que vous avez fait avec quelqu'un, et puis ensuite, vous avez eu les outils qu'il vous fallait, ça veut dire aussi que vous avez peut-être testé plusieurs méthodes, et c'est possible aussi, et c'est peut-être pas la première qui va vous réussir, et à un moment donné, vous sentiez que c'était ces outils-là que vous deviez avoir pour cheminer personnellement, et vous y êtes arrivé, et vous êtes en chemin, vous allez nous dire que vous le faites en ce moment. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Marie-Pierre Prudhomme, qui est coach humaniste global et formatrice, elle est aussi hypnothérapeute, il faut le dire, parce que tout à l'heure vous parliez d'arrêter de fumer, l'hypnose fait quand même beaucoup de bonnes choses. Tout à fait, ça fait partie des outils. Oui, ce sont des outils aussi. Et si vous deveniez votre propre coach, c'est vraiment la question qu'on vous pose depuis tout à l'heure, en vous expliquant que devenir son propre coach, c'est acquérir des outils qui comprennent une attitude permettant de poser les bons choix, définir de bons objectifs, les atteindre dans le respect de soi des autres, puisque vous accompagnez, c'est comme ça que vous avez cette envie aujourd'hui de partager personnellement et de faire partager personnellement tout cela à des personnes qui veulent faire pour elles-mêmes et pas seulement devenir des coachs. Quelles sont les difficultés pour des personnes quand elles ont les outils et qu'elles doivent les mettre en pratique? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour moi, une des difficultés majeures, c'est l'idée de prendre vraiment de la distance par rapport à ce qu'on vit et le travail qui a trait aux croyances, c'est-à-dire à débusquer ce que sont nos propres croyances et nos propres convictions. Si je reprends la croyance que j'ai, moi, que des objectifs, c'est bien qu'ils soient révisables. Et donc, à l'inverse, les personnes qui sont persuadées que quand on commence quelque chose, on doit le terminer, ou la vie, il ne faut pas croire, c'est dur, on n'a rien sans effort. C'est de pouvoir détecter d'abord que ce sont des croyances et d'oser remettre ça en question. Donc ça, étrangement, ça peut être l'air anodin, mais c'est pour moi la plus grande difficulté que je rencontre dans les accompagnements de coaching, débusquer les croyances et oser les remettre en question. Alors, un petit truc pour ça, ça pourrait être de se dire, tiens, on détecte par exemple cette fameuse croyance, il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et puis, on réalise qu'en fait, ça bloque la personne, ça l'empêche d'aller vers de nouveaux projets. À ce moment-là, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais penser à la place? Ou qu'est-ce que quelqu'un d'autre pourrait penser à la place? Et si je pensais ça, ça me ferait agir comment? Et par exemple, de se dire la croyance exactement inverse. J'ai le